et bienvenue sur Res Lucica où on discute de JDR et de pratiques de JDR pour les novices notamment. Donc, l'idée étant de vous aider à prendre en main vos jeux, à prendre en main votre approche du jeu et à mettre en scène des campagnes qui vont envoyer du très très lourd ou simplement faire des trucs légers selon l'envie. Bref, des outils qu'on a tirés de nos propres pratiques et de nos expériences en tant que joueurs, maîtres de jeu et fanatiques du genre de manière générale. Je Fanatique, suis. fanatique, comme tu Oui, y vas. oui. Bah, pour ma part en tout cas. Je suis le Haut-Druide et je suis accompagné ce soir alors, de Jon qui nous rejoindra plus tard, puisqu'il est in absentia pour le moment, et de l'inestimable et inestimé, du coup, Tali, qui, comme la dernière fois, sera l'animatrice. Donc je vais lui passer la main pour expliquer plus précisément ce qu'on fait ce soir. Merci beaucoup, Druide. Bienvenue tous, bonsoir. La dernière fois, on était parti sur quelque chose d'un peu conceptuel. On s'était arrêté sur les définitions du JDR, définition des grands mots. Et si ça avait été intéressant, on nous a simplement reproché tout de même de rester très, très, très théorique et de ne pas trop aborder la pratique. On s'est dit du coup que pour cette fois, on allait tester une émission sur le système de JDR. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système de JDR? On l'a défini la dernière fois, on a fait une première définition, mais pour ceux du fond de la classe qui n'ont pas écouté, c'est-à-dire beaucoup de C'est-à-dire tout le monde, monde. la même réaction, yes. Euh, un système, et je vais sortir une première définition très simple qui ensuite va servir de base de réflexion, mais je vous rassure, j'essaierai de garder cela dans un temps correct. Un système, c'est un ensemble de règles qui régit l'univers de jeu, généralement incarné par le livre de règles. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus, mon cher ami le druide? On peut en dire pas mal de choses. On peut en dire que le système, ça n'est, et c'est une chose déjà très importante, pas forcément le jeu. On peut avoir des jeux sans système. La véritable question, c'est le système, c'est ce qu'on a pris l'habitude d'intégrer au jeu, parce que le système, il apporte deux choses principales. La première, c'est qu'il apporte la possibilité de gérer le conflit, de gérer l'incertitude. Donc en gros, il crée une force qui va s'opposer aux actions des joueurs, et qui ne serait pas Mm, l'arbitraire du MJ. tout à fait. Ça permet de mettre quelque chose dont on parlait la dernière fois, c'est un peu ce hasard, cette entropie qui est quand même importante au JDR pour avoir une illusion de réalité. C'est exactement ça. Par ailleurs, les JDR, donc, comme tu viens très bien de le dire, ils posent les bornes d'une réalité tangible. Voilà. Dans le sens où non seulement donc, il crée la suspension d'incrédulité, donc qui est la pratique par laquelle on cesse de se dire non, ce monde n'est pas réel, mais on s'investit dans le monde. Il crée donc la réalité tangible au sens de c'est ce qui va poser les règles de la réalité, puisque la réalité, elle n'est réelle qu'à partir du moment où elle est cohérente. Ça ne veut pas dire qu'elle est cohérente par Complètement. rapport à notre monde, mais elle est cohérente de manière interne. Et le système, c'est ce qui permet cette cohérence, parce que ça relie les choses entre elles. Complètement. Il y a des gens qui ont cette vision de la cohérence qui est très liée à l'univers. Et le haut druide, si vous le connaissez un petit peu, fait partie de cela. C'est-à-dire que son système est surtout basé sur la connaissance de l'univers et sur la capacité à improviser dans un système déjà défini, un univers déjà défini. Et il y en a d'autres pour lesquels, comme notre ami Jean par exemple, la cohérence de l'univers est beaucoup plus basée sur le dé et sur les mêmes règles. Si l'on tape une personne plusieurs fois, il se passera toujours un résultat défini par les mêmes règles de dé. Je ne vous encourage pas à faire ceci dans la réalité. Ceci n'est pas à reproduire à la maison des enfants. Alors, à préciser, ce qui Euh, n'est pas Il à y a reproduire, c'est de taper les gens, pas de les taper plusieurs fois. On commence à poser les bases. Et excellente précision, mon ami Audride. Mon Dieu Seigneur. C'est pour ça que je suis druide. Euh, Voilà. en faisant quelques petites recherches et en discutant autour de moi sur les systèmes de JDR, il y avait une notion assez intéressante que j'ai entendue, c'est que certains manuels de D&D disent qu'un système,
et qu'un livre de règles, c'est une manière de résoudre ce qu'on appelle les actions incertaines. C'est-à-dire que dans un monde, vous avez des actions dont on est sûr que vous allez les réussir, sauf si vous êtes vraiment un bras cassé. Ouvrir une boîte de haricots, c'est assez simple. Ouvrir une boîte de haricots alors que vous avez subi un sort de confusion, ce n'est pas forcément aussi simple, et c'est là que le système peut intervenir. Ça, c'est une certaine vision des choses. Audrey, tu avais quelque chose à ajouter? Oui et non, dans le sens où, donc, comme je disais plus tôt, le système est à différencier de la narration, mais le système est lié à la narration, puisque comme le système, c'est ce qui va gérer l'incertitude, le système, c'est ce qui va gérer comment votre monde réagit, comment votre monde il agit par rapport à vous, et du coup, d'une certaine manière, votre système, il va créer de la narration. Il va servir à venir concrétiser la narration, c'est-à-dire que je vais proposer une action et le système va me permettre de dire si le joueur l'a réussi ou pas, si l'action réussit ou pas, bref, ce qui se passe. Donc il rend l'action concrète. Mais aussi, je vais proposer une action et la possibilité d'interagir avec par le système va permettre au joueur de la comprendre. Et donc selon le système que j'utilise, le joueur ne va pas forcément comprendre ma narration de la même manière. Si je lui dis jette un dé à 100 faces et si tu fais 50 ou moins, ça réussit, il ne percevra pas la même action que si je lui dis tire une carte et interprète-moi ta carte. Alors que dans les deux cas, il s'agit de système, puisqu'il s'agit d'un événement qui n'est pas narratif en lui-même, qui vient gérer un élément de la narration. Complètement. Il y a quand même, si vous êtes débutant, une notion intéressante à savoir, c'est quand vous commencez un JDR, quelle est, encore une fois, l'ambiance que vous voulez mettre. On parle de jeu d'ambiance assez souvent et on relie assez souvent le jeu d'ambiance à Cthulhu, par exemple, Call of Cthulhu. Il y a aussi des gens qui font du homebrew Call of Cthulhu, donc avec des systèmes qu'ils ont eux-mêmes inventés, pour justement avoir encore plus une ambiance particulière autour du jeu, hein. Donc, c'est, comme le disait le druide, quelque chose qu'il faut prendre en compte. La narration et le système sont liés, mais ce sont deux choses différentes. Bon, une fois que tout ça s'est dit, il y a quand même un truc qui reste, c'est qu'un système, c'est pas forcément facile à comprendre, facile à approcher, et que du coup, nous, ce qu'on va essayer aussi de faire un peu aujourd'hui, c'est de voir l'interaction de ces systèmes dans les jeux. Les deux grands types de systèmes qu'on dégage, mais ça sous-entend des sous-types, etc., c'est dans un premier temps les plus obvious, les systèmes avec des dés, c'est bien connu. Notamment les joueurs de D&D, ne me jetez pas la pierre s'il vous plaît, se trimballent généralement avec une brouette de dés. Et il y a aussi les systèmes sans dés. On n'a pas pu créer de plus précises catégories parce qu'en fait, c'est un peu particulier et il existe 150 000 choses là-dedans. La différence, c'est quoi selon toi, Audrey? La différence, en fait, c'est dans l'objet qu'on utilise. Je m'explique. Le dé, c'est l'essence de l'aléatoire, on va dire, parce qu'il n'y a pas d'interprétation, en fait. Il y a un objet sur lequel, une fois qu'il est lancé, on n'a plus aucun contrôle. Et donc, Ouais, on est complètement. soumis complètement au résultat. Ce qui veut dire que les systèmes AD sont des systèmes où le pouvoir de décision n'est pas laissé aux joueurs, il est laissé au jeu. Là où Ni on va avoir OMG des d'ailleurs. systèmes, ni OMJ, là où on va avoir des systèmes d'interprétation qui vont être différents, on y viendra tout à l'heure, euh, qui vont utiliser des cartes, qui vont utiliser des mots-clés, qui vont utiliser plein de choses, dans lesquelles le système est juste là pour créer le sentiment de l'impuissance des joueurs. C'est-à-dire le dé, il crée une impuissance à la fois chez le joueur et chez le MJ. Puisque à moins d'être prêt à briser son système, donc à intervenir, à dire bon bah ce jet là en fait la difficulté je vous la donne pas, et parce que secrètement je me fiche de savoir si vous réussissez ou pas, vous ne réussissez pas parce que ça sera plus intéressant pour ma narration. Mis à part si le MJ est prêt à briser ses propres règles, le dé sera une contrainte pour le MJ autant que pour les joueurs. Ce qui n'est pas forcément le cas dans un système plus interprétatif. Tout à Donc, fait. on parlait la dernière fois Après, de contrat entre les joueurs et entre les MJ, contrat d'ordre social, contrat d'ordre ludique. Il y a aussi un contrat de règles qui est le. Salut à, vous, à tous les deux, du coup.
Il y a un contrat, qui est un contrat donc de règles, je disais, qui est celui par lequel on accepte de suivre les mêmes règles. C'est un contrat qui est pour le coup quelque chose d'assez propre au jeu. Quand on étudie la théorie du jeu, c'est globalement qu'est-ce que c'est que le jeu. C'est le moment où on se met autour d'un truc et on dit voilà, on va faire ce truc et on va le faire selon les mêmes règles. Et on va pas dire moi je vais jouer aux échecs et puis toi en fait tu vas te ramener avec un chat et Mm. si ton chat renverse mes pièces, bah j'ai perdu. Ce qui fait le jeu, Oui, c'est l'accord sur les règles. complètement. Après, donc, dans les deux, il existe une notion d'arbitraire, hein, on en a parlé, pour pour des arbitraires différents. Hello, bienvenue. Et c'est juste une question de dosage, une question avec les joueurs. Alors, notre ami Jon n'est pas là pour le moment et il pourrait sans aucun doute élever une voix féroce sur notre vision du système AD. Je pense il nous tenserait un petit peu. Mais comme il est Mais on pas va là, profiter de son absence pour dire que les absents ont toujours tort et que, na, quand quand le il Jon n'est viendra, pas on lui là, laissera les plus autres la parole. s'amusent. Les chaînes s'amusent. Haha. Euh, Bon, nous, ce qu'on va faire là, c'est vous présenter plusieurs systèmes qui sont assez canons. Et pour commencer, et parce que ça va être la chose qu'il va falloir le plus cadrer, parce que ça peut vite partir dans tous les sens, on a décidé de commencer par ce que j'appelle la partie au druide en roue libre. Ce Oui. sont les systèmes qui ne dépendent pas du dé. Je tiens à préciser que je Voilà. tropeste face à cette détermination. Euh, Cela dit, Euh, il y Est-ce a que tu peux plein de déjà catégories, oui. nous donner un exemple de genre de jeu qui Ouais, sont sans système, histoire d'avoir une référence d'ores et déjà? tout à fait. Alors un exemple de ce genre de jeu, alors je n'ai pas malheureusement de fiches de personnages à vous montrer parce que c'est un jeu qui est difficile à trouver en dématérialisé. C'est un jeu qui s'appelle Nobilis. Le principe du jeu Nobilis, c'est que les joueurs incarnent des concepts, ce qu'on appelle des puissances souveraines, et vous êtes donc l'avatar d'un concept. Ça peut être le concept du temps, ça peut être le concept de la mort, ça peut être des meubles, ou comme l'avait fait un ami, ça peut être le concept des chats débiles. Des L'important, quoi? oui, il faut pas chercher, c'était Angel. Euh, Tu as des amis particuliers, mon cher Audrey? j'ai des Très amis au moins, c'est particuliers. déjà pas mal. Hein. Euh, Oh! Shot fired. Bref, je disais donc, dans ce jeu, Nobilis, vous incarnez des puissances. Or, le but, c'est que tant que vous pouvez justifier que l'action que vous tentez de faire, elle relève du domaine d'attribution de votre puissance, donc de votre Nobilis, vous pouvez la faire. Il y aura pas de le monde détermine si vous réussissez ou non, c'est vous réussissez puisque vous êtes l'avatar de cette chose-là. Si je suis l'avatar de la mort et que je veux tuer quelqu'un, ça marchera. Si je suis l'avatar de la mort et que je veux ramener quelqu'un à la vie, ça marchera. Si je suis l'avatar de la mort et que je veux faire une statuette vaudou pour buter quelqu'un, ça marchera, puisque ça relève de mes attributions. Si je suis l'avatar des miroirs, mettons, et que je veux changer mon apparence, je peux. Le jeu, du coup, ne va pas du tout mettre l'emphase sur l'action du joueur, mais sur les conséquences du joueur. Et ça, c'est l'une des principales différences entre... Enfin, différences. Variation, on va dire, entre le système AD et le système sans D, c'est que le système sans D, dans la vaste majorité des cas, s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe avant et après le jet de dé qu'au jet de dé lui-même. Donc l'action prend une importance bien moindre. Dans Nobilis, ce qui va faire le cœur du jeu, c'est d'une part toutes les conséquences de ce qu'on fait qui vont faire qu'on peut pas faire n'importe quoi parce que sinon ça part vite en cacahuète et il y a plus de jeu. Genre je suis Oui, l'avatar du temps et puis bah je décide qu'il y a plus de temps. Ah ouais bon bah c'est sur fini on rentre chez nous quoi. Ce qui est pas très ah intéressant. bah non, il n'y a plus de temps. Bah, du coup, on est dans une zone un peu particulière. Mais alors, du Ben coup, on ça prend dépend. des heures et des heures à Oui et non parce définir qu'il y a plus de temps. les... Est-ce que ça dépend si tu dis il y a plus de temps pour personne, bah, c'est à dire que pour les autres il y a plus de temps non plus. Donc tes compagnons ils sont figés et donc il y a plus de jeu. Comment on accède à cette dimension? J'en ai fichtrement besoin au lieu de devoir aller à Pôle emploi demain à 9 heures. Exactement. Eh bien écoute joue à Nobilis. Un jeu que je recommande d'ailleurs. Ok. Et donc ça, c'est le premier élément qui est intéressant chez Nobilis, c'est qu'on gère les conséquences. Et tout le but du jeu est qu'il va y avoir un scénario, une mise en scène, n'importe, et il faut arriver jusqu'à la fin de cette mise en scène. Et en fait, comme les personnages sont ultra puissants, il est très facile de tout casser. Sauf que le but du jeu, c'est de ne pas tout casser. Paradoxalement, le but du jeu, c'est Ah, justement de maintenir l'intégrité. De maintenir l'intégrité et arriver à une résolution, alors que la moindre chose qu'on fait, elle peut briser l'intégralité de l'univers. Donc en d'accord. ça c'est intéressant. Et du coup,
La deuxième partie qui est très intéressante dans ce jeu, c'est qu'une vaste majorité du gameplay et des tensions du gameplay ne sont pas dans ce que les joueurs vont faire, mais dans les interactions entre les joueurs, donc dans le social. Puisque comme on sait qu'on risque de tout casser, il va falloir convaincre les autres de suivre, il va falloir convaincre les autres de s'accorder à notre idée, il va falloir convaincre les autres que non, non, mais notre plan, nos pouvoirs, ça va marcher. Donc c'est un jeu où vraiment tout se passe avant l'action. Et l'action elle-même, elle sert juste de validation de ok, on a terminé l'étape, maintenant on va voir ce qui se passe après. Ok. Donc Donc, ça, en c'est un. soi, là, c'est intéressant parce que on parlait tout à l'heure de la cohérence de l'univers. En fait, c'est assez cohérent qu'il n'y ait pas en plus un arbitraire des jets de dés, des dés de G, Mhm. des jets de dés. J'ai décidément du mal à dire ce segment de phrase parce qu'en fait, on est déjà dans quelque chose de très conceptuel qui n'a pas forcément besoin de se rajouter un arbitraire Mhm. particulier au final. Tout à fait. Encore une fois, c'est un choix de décision de narration et c'est un choix de décision de jeu, hein. On n'est pas tous attirés par ce genre de jeu. Je le sais, le Audroid est très déçu d'entendre ceci. Je vous Mais pardonne. ça ne correspond pas à certains types de joueurs et il ne faut pas penser que ce type de résolution d'action correspond à tout le monde. Est-ce qu'on en a un autre? Je pensais à un autre jeu Mhm. que Audrey et moi connaissons qui est très 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 narratif et dans lequel il n'y a pas du tout de lancer de dés, c'est Chrysopée. Oui. Alors Chrysopée est une catégorie un peu à part, parce que Chrysopée c'est un jeu qui ne se joue que en duo. Et c'est un jeu qui a la particularité de se jouer en épistolaire. Et c'est des jeux, mine de rien, en fait, qu'on trouve beaucoup quand on commence à chercher sur le net, et notamment quand on réduit le nombre de joueurs. C'est une observation assez intéressante, c'est que plus il y a de joueurs, plus il devient pas nécessaire, mais on va dire, plus on ressent le sentiment de la nécessité d'un système. Parce que plus il y a de volontés différentes qui s'injectent dans le jeu, plus il y a le risque que ces volontés soient discordantes. Et donc le système, il permet aussi de décharger les gens d'une partie de cette responsabilité de cohérence. C'est non, bah, le système a dit que, ok. Euh, alors que quand il n'y a pas de référent, les gens sont obligés de s'accorder justement pour trouver ce qui va faire l'élément commun, ou de pas s'accorder et de partir en Exactement. cacahuète et de s'entretuer, ce qui arrive de temps à autre. Dans C'est pour ça que je Chrysopée, vous du conseille coup, de ne le faire qu'avec que quelques personnes. exactement. Dans Chrysopée, on échange des lettres. Et les règles qui sont posées sont en fait des règles qui déterminent pourquoi on joue, pas comment. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que du coup, on sait pourquoi on joue, et on sait où est le début, où est la fin, et dans quelle modalité. C'est forcément des lettres, et il y en a forcément un qui voyage, l'autre qui voyage pas. Et tout le reste, c'est les joueurs qui décident. Donc, pourtant, ça reste un jeu de rôle, puisqu'on incarne des rôles, puisqu'il y a une cohérence narrative, on va dire, qui est pas celle de notre monde à nous, et parce qu'il y a un aspect, on va dire, ludique, dans le sens où il y a la possibilité de comptabiliser, on va dire, le suivi et l'évolution des personnages. Tout à fait. Et tu parlais tout à l'heure de la discussion. En fait, c'est une règle en soi et c'est un système en soi. Le système de discussion intense entre deux personnes pour justement permettre de faire un système cohérent. Le système, c'est discuter entre vous de ce que vous voulez ajouter, etc., des émotions que vous voulez faire ressortir dans votre JDR. Exactement. Après, il y a plein d'autres types de jeux. Moi, je sais que j'ai un faible pour un jeu qui s'appelle Les Lames du Cardinal, qui a la particularité de se jouer au tirage. Donc, on a un jeu de tarot, et on tire des cartes, des lames de tarot. Mais il y a quand même une composante chiffrée dans le sens où il faut juste que dans les cartes qu'on tire, il y ait la bonne couleur qui correspond à la compétence qu'on veut mettre en avant. Donc c'est hybride, on va dire. Ouais, À l'inverse, on avait fait un système, enfin un jeu en partie inspiré de celui-là sur lequel on travaille en ce moment, qui était un système pareillement à base de cartes, où la carte ne vient pas valider l'action, elle vient offrir une modalité d'interprétation. On tire une carte, sur la carte il y a des informations. Ces informations, on est obligé de les intégrer à la manière dont on gère la situation. Mais derrière, il n'y qu'est-ce a pas qui de valeur fait? chiffrée, il y a une valeur interprétative. Je vous invite par ailleurs à checker les nombreux projets du Odroid avec celui-ci si vous faites partie euh, de l'énorme chose qu'est le Daran Bayou Universe. Euh, Parce que c'est quand même super intéressant son projet et que ça vaut la peine de faire un détour. Mais du coup, dans tout ce qu'on a évoqué,
et dans tout ce qui a été montré jusque-là, c'est que il y a une quantité de possibilités, nous on n'en a donné que 3, assez infinie de systèmes qui ne dépendent pas d'un lancer de dés pour la résolution d'actions. Ce qui est important par contre lorsque vous prévoyez un jeu ou lorsque vous prévoyez un petit scénario, une campagne avec des gens, c'est de vous demander qu'est-ce que vous voulez. Et pourquoi, à ton avis, Audrey, moi c'est la question que je pense qu'on peut avoir le plus, pourquoi, et notamment pour des MJ débutants, on choisirait ce genre de système qui est assez incertain par rapport à un autre. Parce que ça Pourquoi au laisse final ça beaucoup reste plus de assez marge incertain? à l'erreur narrative de la part du MG. Ça laisse aussi beaucoup plus de liberté en termes de, comment dire, de ce qu'on peut faire dans le jeu. Et ça fait aussi, pour les gens qui, comme moi par exemple, ont beaucoup de mal à retenir des systèmes, parce que votre esprit n'est pas ainsi formaté ou parce que vous avez une flemme colossale, ce qui est une excuse tout à fait légitime dans ce genre de contexte, euh, ça vous permet de faire avec un système très simple, de faire avec une manière d'aborder le jeu très simple et du coup de mettre en avant ce qui vous intéresse. Bonjour, High Speed Carotte, et puisque nous ne sommes pas ta maman, nous ne pouvons pas te répondre. Exactement. Nous te répondrons peut-être un jour. Si jamais tu as de nouveau 33 000 points, tu pourras poser cette question et à la place d'un poème, je te donnerai la réponse. Voilà. Ne sois pas triste, Audrey t'adresse toute sa sympathie. C'est-à-dire pas Euh, grand-chose parce que je n'ai pas beaucoup. je pense qu'au-delà de l'erreur narrative pour les nouveaux joueurs, il y a Mhm. quelque chose aussi d'intéressant dans ce genre de système pour des joueurs débutants, c'est que ça permet une expérimentation assez folle. Je suis rentrée dans le JDR avec quelque chose de beaucoup plus, comment dire, codifié, avec un système de dés, avec du dessin. On va en parler dans 5 minutes. J'ai beaucoup aimé ça, mais après, j'ai trouvé une sorte de liberté dans les systèmes pas sans jet qui, moi, m'a plu. Et encore une fois, c'est un ressenti personnel et ça m'a permis d'expérimenter beaucoup de choses, d'expérimenter avec des médias, d'expérimenter avec de nouvelles choses, et notamment en tant que joueuse de Chrysopée, je suis très contente d'écrire des lettres et de recevoir des lettres dans lesquelles je peux mettre à peu près ce que je veux. Voilà, et on souhaite la bienvenue à notre troisième larron. Exactement. Bonjour. Salut à toi, camarade. Salut à Oui. toi, tu nous rejoins juste au bon moment. On était en train de dire plein de mal des systèmes avec des dés et de dire que la seule bonne manière de jouer à du jeu de rôle, c'était la narration. Alors en vrai, c'est pas Qu'est-ce que exactement tu ça en ce qu'on était en train penses? de dire. Ce qu'on a dit déjà, qui était assez important, c'est que mine de rien, des jeux sans système, il n'y en a pas. Non, des jeux sans système, il n'y en a pas. Pour une raison À part juste si tu nous dis d'ordre, le on va dire, contraire. sémantique, qui est que on peut pas avoir jeu sans système. Ce qui fait jeu, c'est qu'il y a système. Ce par quoi j'entends des règles. Ah, Or, les règles ne sont règles que si elles sont systémiques. et ceci est la grande parole du grand Audruide. Écoute, On va j'ai maintenant. fait des études, faut bien que je le montre quand même, histoire qu'ils aient servi à quelque chose. Voyez les enfants, les études vous servent à briller pendant un stream pour Très bien. expliquer des systèmes de JDR. Eh bien, je vais passer la main Euh, Oui. à mes deux compagnons. Je vais m'absenter pour un instant pour qu'ils puissent médire de moi comme j'ai médit de Jean. Et je vous rejoins incessamment sous peu. Ne me laisse pas seule avec Jean. Trop Oui. tard. Euh, du coup, on parlait tout à l'heure donc des systèmes de JDR et pourquoi on pensait que c'était intéressant de justement reposer la question des systèmes parce que la dernière fois on était hyper théorique. Hein. Mhm. D'ailleurs, Tout à c'est fait. toi qui as proposé, c'est toi qui as proposé le sujet pour qu'on soit un peu plus les mains dans le cambouis. Oui, Et, exactement. on avait commencé très clairement par définir les systèmes de JDR, pourquoi c'est un système, pourquoi on a besoin d'un système de JDR. On a parlé de cette chose qui est si importante à ton cœur, comme pour chaque MJ, la cohérence, Mhm. euh, et du fait que taper 2 fois une personne doit donner le même résultat en termes de règles. Ouais, surtout taper d'ailleurs, parce que quand on regarde. Alors, c'est un état de fait, c'est pas forcément quelque chose de positif pour moi, mais quand on regarde la plupart des sites, un grand nombre de systèmes, je vais pas dire la plupart, mais je pense que la plupart, les règles consacrées à taper représentent toujours une très bonne partie du système. J'ai le souvenir Ça de arrive toi souvent. qui avait commencé à faire
Meugetage, pour les novices, très novices, le meugetage, c'est l'action de meuger, d'être un maître du D'être jeu. maître du jeu, oui. On respecte le maître du jeu, toujours. Oui. On lui offre des chips. Et Important. oui, tout à fait. Et je me rappelle de toi qui avait commencé à faire le meugetage sur du vampire et qui m'envoyait de très longs messages à l'époque pour me décrire combien de pages il y avait sur le fait d'avoir une dague dans une main et une épée dans l'autre. Ouais. Le système d'ambidextrie de vampire est débile. Il y a pas de souci. Et surtout, il est très 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 long. Ceci est une opinion que nous ferons remonter à la direction de l'éditeur de Vampire. Bon, je pense Whitewall, qu'elle a si été tu nous remontée. Je Whitewall, si tu nous pense. entends, attention, Jon est sur tes talons. Je pense qu'elle fut Euh, remontée. Mhm. Je n'entends plus, Juliette. Allô? Ah, je crois que nous avons perdu notre hôte. Je pense qu'on l'aura. Je pense qu'elle sera de retour. Je pense qu'elle sera de retour sous peu. Ah, oui, merci à Ishpit Carrot de me soutenir dans cette perte de connexion. Désolée, il semblerait que de temps en temps Discord ne supporte pas ma voix criarde. Donc je disais, Jean, toi, est-ce que tu fais du JDR sans D et qu'est-ce que tu retrouves là-dedans? Si tu n'en fais pas, tu peux aussi nous dire ce que tu n'aimes pas. alors j'ai jamais fait de JDR sans D. Je pense. Bouh. Pardon. Euh, je, je sais pas si. Alors par contre, il m'est arrivé de faire des sessions où on a jeté des dés peut-être 2 ou 3 fois. Ça c'est arrivé. Ouais. Je pense que ce qui est très important, et peut-être que je répète ce qui a été dit car je suis arrivé en retard, les aléas de la vie. Relecture d'un document de 15 pages mis sur mon bureau il y a une heure. Voilà. T'as fait un mauvais jet, t'as fait un mauvais jet d'entropie. Il y a un mauvais jet de chance là. Mais bon, je sais pas si ça a été dit, mais en tout cas, je suis grand partisan de limiter les jets, même dans les systèmes où il y a des dés. Il ne faut demander à ses joueurs de jeter des dés que lorsqu'on considère que, que lorsqu'on veut qu'ils aient une chance d'échouer. Si c'est une action où soit on considère que le joueur ne peut pas échouer, ou soit on considère que ce serait vraiment chiant narrativement que le joueur échoue, on jette pas de dés. On dit au joueur qui réussit son action. Ouais. Je suis grand partisan de cette règle dans tous les systèmes. Et du coup, il m'est arrivé d'avoir des sessions où j'ai jeté les dés 2 ou 3 fois. C'est intéressant ce que tu dis parce que dans le document préparatif de la session, quand on parlait des systèmes sans dés, sans y réfléchir, j'ai mis du terra incognita. Or, c'est faux. Il y a un système qui est un système de dice pool pour terra incognita. Mais j'ai tellement l'habitude de peu faire tirer les dés à mes joueurs et pour l'instant, ils ne s'en sont pas plaints. J'espère qu'ils ne s'en plaindront pas. Que pour moi, c'est quasiment un système sans dés. Et j'ai quasiment plus l'impression de jouer avec les dés. Mais c'est bien de savoir que le système, même si il est avec des dés, peut très vite... le dé n'est pas... Le système de dés en soi n'est pas une obligation, il est une possibilité. Et si ça ne vous convient pas, vous pouvez faire des actions comme l'a dit Jon, avec moins de dés. Mais du coup, on va peut-être passer, parce que ça fait un certain temps qu'on est sur les systèmes sans dés, sur les systèmes avec dés. Tout à fait. Alors, quel est le premier qui vient à l'esprit? Quelle est la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de système avec dés? Système avec dés. Bon, le premier qui me vient à l'esprit ces temps-ci, mais c'est plutôt par habitude, c'est D&D, Donjons et Dragons. Après, il y a Call of Cthulhu qui est très connu, qui est très connu
comme système de jeu avec dés. L'un est basé sur le système des 100, l'autre sur le système des 20. Ok. C'est deux systèmes intéressants qui sont pour le coup à deux opposés. L'un étant très axé combat et l'autre pas du tout. Ok. On va peut-être s'arrêter sur un puis sur l'autre. On va peut-être commencer avec un des plus utilisés par les débutants parce que généralement, beaucoup arrivent par D&D au jeu de rôle. Hello à toutes les écoles d'ingénieurs. Non, ceci n'est pas un cliché, vous avez le droit de me jeter la pierre, allez. Le système D&D que mon cher Jean a appelé D20, en quoi il consiste c'est quoi les caractéristiques du système, mon cher ami? Alors, le système, comme que j'ai appelé un système D20, comme son nom l'indique, qui est basé sur le D20. Donc, Wow. le dé a 20 faces, n'est-ce pas? Oh. En gros, la plupart des jets se font en jetant un D20 et en ajoutant au résultat un ensemble de... en ajoutant au résultat un chiffre qui va dépendre de votre personnage. En gros, c'est la base de ce système. Si vous voulez faire, si vous voulez, si vous voulez monter une montagne, vous jetterez un D20 plus. Après, ça dépend du personnage que vous avez, mais ça va être plus 3, plus 5, plus 7, plus 9. Je me rends compte, juste avant que tu ne continues, je me rends compte qu'on n'a peut-être pas précisé pour, encore une fois, les débutants de l'audience. Si vous n'avez jamais joué à un jeu de rôle, quand vous créez un personnage, vous créez une fiche. Et généralement, dans les systèmes AD, de nombreuses caractéristiques sont numériques. Donc, vous avez une définition numérique de vos caractéristiques. Vous avez par exemple une force à 6, une force à machin. Ça dépend du type de jeu. Vous allez avoir des fiches différentes, des fiches de personnages différentes, avec des concentrations sur telle ou telle chose. Et c'est ce qui vous permet ensuite d'utiliser le D20. Du coup, comment on procède pour résoudre l'action? C'est, comme le disait Jean, en jetant un D20 plus les caractéristiques. Vous aurez sur votre fiche de personnage déterminé à quel niveau le D20 se lance. Comment ça se passe du coup? Donc, en gros, sur la fiche, lorsque vous aurez créé votre personnage, vous aurez un ensemble de caractéristiques. Dans D&D, ça va être force, dextérité, intelligence, constitution, charisme. Force, dextérité, intelligence, constitution, charisme. Ceci n'est pas une interrogation, tu as le droit de ne pas tous nous les dire. Ouais, mais ça me fait chier. Alors, ceci était un gros mot, pardon pour le chat, pardon pour les enfants qui me suivent. Et, donc, bref, un certain nombre de caractéristiques desquelles vont dépendre vos jets. Donc, D&D est très axé sur le combat. Du coup, la plupart des jets, ça va être des jets d'attaque. Et en gros, un jet d'attaque va consister en un jet pour toucher et un jet pour faire des dégâts. Le jet pour toucher, ce sera un D20 plus un certain nombre, mais on fera une démonstration plus tard pour ceux qui ne connaissent pas. Plus un certain nombre dépendant de vos caractéristiques. Et le jet des dégâts, ça dépendra de l'arme. En fait. Et puis ensuite, il y a des jets de compétences qui régissent tout le reste. En fait, D&D, c'est un système qui est très intéressant pour le combat et qui, pour les compétences, laisse énormément de pouvoir à la narration et énormément de place au MJ pour prendre des décisions. Et c'est pas forcément positif. En gros, le système ne vous guide pas du tout en dehors des combats. Il y a peut-être 5 pages dans le Player Handbook, le livre qui sera lu par les joueurs, pour décrire la manière dont on se comporte hors combat. Ce qui est toujours intéressant à checker, parce qu'en fait,
quand vous faites du jeu de rôle, encore une fois, cela décide de ce sur quoi vous voulez mettre l'accent. Si vous avez l'intention de taper, ce qui est généralement un réflexe des joueurs, hein, je ne vais pas me mentir, les premiers Tout à fait. jeux de rôle que j'ai fait, j'avais très envie de taper tout ce qui venait. Bien, vous allez peut-être vous diriger plus sur le système des 20 et sur le système D&D. Tout à fait, parce qu'il est très bien fait pour ça. En gros, le système des 20 de base, qui pourrait être remplacé par n'importe quel système à pourcentage, hein, c'est juste une manière de faire léger, est complété par un système de classe qui est assez bien pensé, qui rappellera pour les gens de l'audience qui connaissent un MMORPG un peu. Les MMORPG sont pas mal basés dessus. Et du coup, ce système de classe assure une progression unique à chaque personnage selon la classe qu'il a choisie, le définit vraiment. Il y a 8 classes dans D&D à peu près, de souvenirs en tout cas, avec des combattants, des sorciers, des druides, des prêtres, tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez choisi une classe, ça définira quand même pas mal les capacités de votre personnage. C'est un peu l'image finale du jeu de rôle. C'est tout à fait. Complètement l'image archétypale. Une classe définit vos possibilités et va définir votre évolution dans cette classe. Une fois que vous êtes dedans, c'est assez difficile d'en sortir, je crois. Hein. On peut aller dans 2 classes, mais après, si vous allez dans 2 classes, vous allez être défini par 2 classes. Enfin, en gros, vous avez une progression qui est assez encadrée par le jeu, ce qui la rend assez simple, et ce qui la rend assez simple, et ce qui permet au jeu, en gros, de vous guider. Dans D&D, c'est très difficile de se retrouver avec un personnage qui peut rien faire. Le système de progression, ensuite, c'est par niveau. Et il faut vous attendre, si vous jouez à D&D, c'est très important à avoir des joueurs qui deviennent puissants. Si vos joueurs restent à bas niveau, le jeu n'a pas d'intérêt. Enfin, il en a, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une progression. Les joueurs s'attendent généralement à une progression. Donc il faut c'est un peu comme dans les jeux de rôle, mais là, en RPG, en jeu vidéo, au final, on tape des trucs, mais on s'attend à level up. Tout à fait. Et du coup, ce qui est très important pour un DM, si vous voulez faire des intrigues qui sont basées sur des intrigues à relativement faible enjeu, c'est-à-dire si vous aimez par exemple les enquêtes criminelles, si vous aimez des batailles contre des bagarres contre des bandits ou me revoici, je vais faire un switch audio, 2 secondes, donc ça va couper le son, on va revenir. Nice. Alors, et du coup, switcher l'audio de Discord. Nous revoici. Est-ce que vous pouvez parler, bande de zouaves? On peut parler. On les entend. Oui. Et donc j'ai avec moi un roi du Bayou, notre souverain et maître à tous. Ouais. Avec sa superbe casquette de souverain. Ouais. On va reparler de tout ça. Et l'équipe est finalement au complet. Ce fut toute une bataille ce soir, mais on est finalement au complet. Et pour te donner un peu une situation, mon cher Audrey, nous étions en train de parler du D20, on avait un peu évoqué les caractéristiques du système, de comment il marchait. Jean avait fait une assez bonne synthèse, une très bonne synthèse, pourquoi dis-je assez bonne, sur le fait que ça avait l'avantage d'être parfait pour les combats. Si vous voulez taper des gens, allez-y, mais que ça taper des gens, c'est mal. Beaucoup de place à l'interprétation lorsqu'on n'était pas en Le roi n'est pas combat. convaincu. Et puis, juste pour finir, si vous voulez quelque chose à faible enjeu, c'est-à-dire si vous voulez des intrigues fortement émotionnelles, vous voulez que les joueurs soient vraiment menacés par le déranger avec un couteau, ou alors se sentent vraiment, enfin qu'il y a un vrai enjeu
à essayer d'entrer, de ne pas se faire remarquer dans un village. Si vous voulez un faible enjeu, ne jouez pas à D&D Si vous ou voulez un alors, jeu, ne jouez pas à D&D. Non, pardon, quoi? ou alors tenez-vous-en au premier niveau. Parce qu'à un moment, vos joueurs vont être trop puissants pour en avoir quelque chose à faire des faibles enjeux. À un moment, vos joueurs vont arriver à un niveau de puissance où il va falloir qu'ils sauvent le monde. Voilà. Ah yes! J'ai toujours rêvé de sauver le monde. Ou alors qu'ils le détruisent. Qui sauve un royaume, qui détruisent le monde, qui sauve une ville. Voilà. En gros, à un moment, les enjeux dans D&D vont monter très haut parce que vos joueurs montent en puissance naturellement. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration de comment ça marche pour une résolution d'action in media res? Haha! Oui, faut juste que j'ouvre... On a prévu du coup de faire des petites démonstrations. Vous nous direz si ça vous plaît ou pas pour les gens qui sont dans le chat. Si c'est un peu plus clair, parce que, encore une fois, la dernière fois, on nous a dit qu'on était un peu théorique, mais c'est pas du tout parce que la théorie, ça nous plaît. Quelle est cette image qui s'affiche sur l'écran? Je ne sais pas. C'est le serveur D&D que notre ami Jon a créé justement pour qu'on puisse faire des tests. Exactement. Et tous les autres qui en haut, c'est des serveurs pour d'autres jeux que j'ai créés au cas où on en a besoin. Enfin, qui sont des jeux c'est tous des jeux préexistants à aujourd'hui. Tous des jeux dont je me sers déjà. On a créé des jeux très très simples sur sans bibliothèque, sans rien, sur Roll20 pour vous démontrer un petit peu. Avec la magistrale page blanche. C'est le personnage de notre cher Audruide sur Donjons et Dragons. Nous avons 3 personnages ici qui vont faire des petites expériences temporelles et spatiales et aller visiter d'autres JDR. On les réutilisera peut-être. Et sur ce, je laisse mon cher Jon faire en sorte que mon cher Audruide affronte je ne sais pas quoi. Vas-y, moi, je me mets parle Jon, dis Jon. Est-ce que déjà... Oh mon Dieu, non, cher, est-ce que déjà, mon cher Audruide, tu pourrais nous présenter Sean rapidement? Pardon, oui, que disais-tu? Pourrais-tu nous présenter ce cher Sean? Donc Sean est un chevalier. Alors à l'origine dans le concept, c'est un plongeur sous-marin, ce qui dans D&D est un peu difficile à faire, donc il a été réadapté par les soins de notre estimable et néanmoins estimé Jon en chevalier Eldritch. Pourrais-tu nous dire exactement ce que c'est un chevalier Eldritch? Alors un chevalier Eldritch, c'est pas un chevalier pauvre. C'est une sous-classe de Donjons et Dragons. En gros, si vous jouez la classe Fighter ou combattant, guerrier, je sais même pas comment ça se traduit en français. Guerrier, je crois. Guerrier. La classe Fighter est une classe relativement basique. Ça fait ce que ça dit, ça tape sur les gens. Au niveau 3, vous pouvez choisir une sous-classe. Et en l'occurrence, j'ai choisi pour notre ami Sean la sous-classe Eldritch Knight, qui est en fait un chevalier qui a des sorts. Cela pour présenter un peu le système de sorts de Donjons et Dragons. Donc, regardons. Je crois qu'on a la fiche de personnage devant nous. Yep. On peut y jeter un coup d'œil pour voir à quoi ça ressemble une fiche de personnage de Donjons et Dragons. Alors, succinct, autant que faire se peut, sinon on y a encore demain. Autant que faire se peut. Très rapidement, vous avez à gauche les caractéristiques. Les caractéristiques, surtout dans la 5e édition, c'est le cœur de votre personnage. C'est vos... alors, un peu plus à gauche. Ici. Charisma, Wisdom, Intelligence. Je remarque que j'ai 0 en Wisdom et en Charisma. Je sais pas comment je dois prendre ça. Tout à fait. 0 qui est le c'est score. assez réaliste du coup. Je suis effectivement laid et bête. 0 est le score moyen. 0 est le score moyen. 10, c'est parfaitement moyen. Très bien. En gros, selon le score que vous avez, de 10 à 11, ça va vous faire un 0, de 12 à 14, ça va vous faire un 1, à 12-13, ça va vous faire un 1, 14-15, ça va vous faire 2,
Et 15-16, ça va vous faire 3, et au-dessus, ça fait 4 et 5 par branche de. Par paquet de 2. Ces chiffres sont ensuite ajoutés à vos jets selon les jets. Donc par exemple, vous avez juste à droite les skills, les compétences, donc perception, acrobatique, athlétique, tout ça. Ces skills dépendent des caractéristiques. Donc par exemple, si notre ami veut faire un jet de religion, il jette un des 20 plus son modifier d'intelligence. Donc ici, comme on est sur Roll20, on peut voir, ça fait 1 des 20 plus 2. Et comme j'ai fait 7 sur mon des 20, ça me fait un résultat de 9. Et ça, on verra ça, on fera rapidement un petit playtest juste après, mais je vous expliquerai ça un petit peu plus avant. Juste à droite, vous avez les HP, les current hit points, il y en a 28. En gros, si vous tombez à 0, vous êtes inconscient et vous avez des chances de mourir. Et l'armure qui en gros qui représente votre chance d'être touché ou pas. Plus haut, c'est mieux. Fort bien. Et puis, juste à droite, vous avez les capacités spéciales qui dépendent des classes. Donc, si tu descends un tout petit peu dans le carré à droite. En haut à droite ou en bas à droite? En bas à droite. En bas à droite. Action Surge. Celui-ci. Tout ça. Là, vous avez. Vous avez des capacités. Les boutons ne font rien, c'est juste pour rappeler que ces capacités existent. Il y a Second Wind, qui est une capacité qui permet de restaurer des HP. Action Surge, qui permet de regagner une action pendant une situation tendue. Des dés basés sur les actions. Pendant une situation tendue où le temps est important, vous avez une action par tour. Une action en plus, c'est une caractéristique du fighter. Et ensuite Defensive Style qui donne plus d'armure. Voilà, ça c'est juste pour se rappeler qu'on les a. Et puis si tu peux remonter un petit peu. Yep. Vous avez aussi l'équipement et le poids d'ailleurs, hein, vous pouvez le voir. Dans D&D, on fait gaffe au poids qu'on porte. C'est important. Si tu peux aller juste à droite. Juste en haut, vous avez Core Bio Spells. Ouais. Spells. Si tu peux aller dans Spells. Tu peux cliquer sur le bouton Spells. Oui, c'est fait, on est dessus. Merci bien. Le stream a un petit peu de délai, je crois. Oui, le stream a une légère voilà. Ok. Là, en gros, ce sont des effets magiques. C'est lié à la classe. Lié à la classe de notre ami qui est un chevalier magique. Dans D&D, les effets magiques, il y en a qu'on peut utiliser à volonté, ce sont les cantrips, et il y en a qu'on peut utiliser de manière parcimonieuse, ce sont les sorts, les spells. Est-ce que je peux vous demander d'animer pendant quelques minutes, pendant que je fais quelques dernières préparations de dernière minute? Tu peux, pendant que tu fais ça, je peux montrer de manière plus rapide un autre système avec l'aide de l'estimable et l'estimé tally. Moi, je vais vous montrer à quoi ressemble le système de l'anneau unique tel qu'on y joue en homebrew. Pourquoi? Parce que c'est un système de... hop là. Il y a beaucoup de fiches. C'est un système à pool de dés. Est-ce que vous en avez parlé pendant que j'étais absent? Pas du tout. Non, pas du tout. Pour l'instant sur D&D. Très bien. Et du coup, on va parler de ce que c'est qu'un système à pool de dés. Un système à pool de dés, c'est un système où plus on a de points dans une compétence, plus on lance 2 dés. Tout bêtement. Tout à fait. Ce que ça veut dire par rapport à ce qui ça veut dire par rapport à un système de jet de dés, par exemple, où on jette un seul dé, c'est que les chances d'avoir un jet très mauvais sont amoindries. Donc les jets sont statistiquement beaucoup plus proches de jets moyens que des extrêmes bas. Ce qui fait un univers de jeu qui est généralement plus équilibré. Donc les joueurs vont plus facilement avoir tendance à résoudre leurs actions quand ils ont des scores corrects, mais ils vont à l'inverse plus rarement avoir des réussites critiques ou des échecs critiques. Donc ça crée des jeux plus, on va dire, où il y a moins d'aléatoires purs, et donc où il y a moins de risques de perdre son personnage, ou d'avoir un élément vraiment désastreux, juste des causes de un jet de dés échoué.
Il faut La savoir manière que dont ça se ce passe, type, il faut savoir que ce type de dice pool existe non seulement sur One Ring, mais il existe pour pas mal d'autres jeux. Hein. oui. Vampire en est une occurrence assez connue. L5R chez les plus Donc L5R, ardeux d'entre vous. Vampire et 5R pour ceux qui ne connaissent pas. Vampire, donc c'est Vampire la Mascarade, qui est un des plus vieux jeux de rôle, qui est un jeu qui Exactement. met en avant tout le RP, justement, et donc ce système de jeu existe aussi pour renforcer le RP. Et L5R, c'est la légende des 5 anneaux, qui est pareil, un jeu qui pour le coup met plus en avant l'action, donc ce qui montre bien que c'est un système qui permet de faire un peu les deux, qui est assez hybride. Ouais. La manière dont ça se passe c'est- dans l'anneau unique, c'est que donc Ouais. vous voyez ici que les personnages ont des compétences. Le roi vous fait savoir que lui il gagne pas d'XP quand il joue à l'anneau unique, et ma réponse c'est bah, tant pis pour lui. Il est capable de se fourrer dans une guerre. Donc, de base on lance toujours un des 10, et chaque point de compétence permet de rajouter simplement un des 10. Donc si je demande à Whitfara, qui est le personnage de notre estimable et estimé Tali, de faire un jet, mettons, d'exploration, qui est ici. Je t'en prie. Ouais. Je vais donc prendre le niveau d'exploration de mon personnage qui est royalement à 1 pour le moment. Mhm. Donc on va avoir un des 10 de base plus un autre des 10, on est à 2 des 10. Exactement. Et là-dessus, je vais rajouter la compétence Voilà. l'attribut que va me demander ça, mon c'est- MJ préféré. Donc ça, c'est relativement similaire à ce que notre ami Jon nous disait au sujet des compétences de base sur D&D. Donc ce qu'il y a ici, dans le sens où ça donne un bonus au jet, plutôt que de rajouter la capacité à faire des jets. La différence à la unique, c'est que c'est le seul bonus, là où toutes les autres compétences permettent de lancer plus de jets. Donc par exemple, je vais faire un jet, alors on va pas faire exploration, on va faire champ, parce que tu as plus de stats. Whitfara veut faire un jet de champ. Whitfara a 3 en champ, elle lance donc 4 dés. Le dé de base, 4 des 10. plus 3 dés. Et veux-tu que je rajoute un attribut? Et comme c'est quelque chose qui met en avant son attribut d'esprit, elle va rajouter son score d'esprit, donc elle lancera 4 des 10 plus 6. Je vous avoue que je suis beaucoup plus à l'aise pour ça parce que Whitfara est vraiment pas quelqu'un qui explore. Et pas, c'est le moment où je fais un 3 et un 2. Je fais donc Exactement. une Mais ce que ode vous à remarquez, l'omelette. c'est qu'il y a un 3, un 2, mais il y a un 7, un 8. Donc plus on a un niveau élevé, plus le risque d'avoir un échec fort est réduit parce que les dés se compensent les uns les autres. Donc plus on est fort dans une compétence, ça ne veut pas dire qu'on sera exceptionnel, ça veut dire qu'on se prémunit de l'échec. Ce qui est très différent, ça donne la capacité d'agir. C'est ça, on n'est pas meilleur, on est moins nul. Ou plutôt, on est capable de rattraper ses erreurs au moment où on les fait. Donc c'est vraiment un jeu qui se base sur un côté plus pragmatique Si je dois- à ce niveau-là. Si je dois insérer ça dans une situation, prenons l'exemple, nous venons d'arriver à une taverne et je dois payer mon écho au tavernier. Il se trouve que je n'ai pas d'argent. Le maître du jeu me dit, écoute, je propose au maître du jeu de dire au tavernier que je vais payer en chantant, ce qui m'est plus d'une fois arrivé dans nos parties. Et je vais composer, il va demander de jeter un dé de chant. Je vais donc faire le jet que je viens de faire. Et en fonction de ma réussite, mon cher Andy va me dire si oui ou non le tavernier est convaincu de mes compétences à payer ma chambre en chant. Et Sachant moi, que oui. On considère que comme le niveau de base d'une compétence, ça va être entre 0 et 1, puisque lorsqu'un personnage commence, il y a relativement peu de compétences qui ont plus de 2. Le niveau de difficulté à battre, mis à part dans des situations vraiment difficiles, est rarement au-delà de 15. Ce qui veut dire qu'avoir 4 dés comme la Talila, pour faire quelque chose d'ordinaire, c'est vraiment très large. Donc là, en l'occurrence, Whitfara a aucune difficulté à se présenter devant l'aubergiste et à venir lui montrer son luth. Il joue quelques notes sur son luth. L'aubergiste est très impressionné, lui offre une bière. Whitfara refuse. Puis lorsque l'aubergiste a le dos tourné, il l'écluse et il fait « Mais où elle est passée ? Je comprends pas. » Et il va jouer. Et du coup, il vient de s'économiser une soirée. Par ailleurs, cela vous montre une chose, c'est qu'il ne faut jamais m'inviter chez vous parce que je risquerais de vous remercier en chantant. Et ma voix est bien moins mélodieuse que celle de Whitfara. En vrai, ce système, c'est gentil, Oloïd. Ce système, il a quoi comme caractéristique? C'est qu'il peut rapidement devenir très calculatoire et complexe. Alors ce système, il a plusieurs particularités. C'est que la règle est la même pour absolument tout. Et que surtout, il est beaucoup plus facile d'interchanger des compétences les unes pour les autres
en RP. Le système est conçu pour être un soutien du RP plutôt qu'un système de lui-même. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a pas mal de compétences qui sont des compétences dont les intitulés sont relativement vagues. Par exemple, inspiration, ça peut se comprendre de plein de manières différentes. Présence, donc pareillement, persuasion, on peut l'imaginer de plein de manières différentes. Donc, plutôt que d'être un jeu qui va avoir beaucoup de compétences très précises, c'est un jeu qui a uniquement... Alors, c'est déjà beaucoup, 18 compétences. Mine de rien, 18 compétences pour gérer l'intégralité des capacités qu'un personnage a d'interagir avec le monde, c'est relativement peu. Et souvent, le MJ va, et je pense que mes deux compagnons vont en attester, laisser une certaine marge de manœuvre au joueur pour interpréter quelles compétences il utilise, et avec suffisamment de magouille ou d'esprit de vendeur de tapis, on peut argumenter que non, mais en fait, j'utilise cette compétence-là plutôt qu'une autre, et se retrouver à être, à lancer un jet avec une compétence qui est vachement meilleure que celle que le MJ a demandé à la base. Donc c'est conçu pour être assez mutable. Tout à fait. Il faut par contre peut-être dire un ou deux inconvénients de ce système, parce que depuis tout à l'heure tu le praise, mais est-ce que pour toi il y a des inconvénients? Ou est-ce que Jean, tu pourrais nous dire ce que toi t'en dis pour des inconvénients? Je pense que le système, à mon avis, est globalement bon. Je pense que c'est pas toujours extrêmement clair en tant que joueur de se rendre compte de ce qui est Faisable ou pas? de se rendre compte, oui, c'est ça, de se rendre compte de ce qui est faisable ou pas. Yep. C'est-à-dire que Cela dit, ça, je pense que c'est moins un problème lié au système que lié au fait que le système est ancré dans l'univers de jeu, et que l'univers de jeu est un univers dans lequel il n'est pas forcément toujours aussi familier que votre MJ. C'est d'ailleurs l'un des dangers quand on est MJ, c'est quand on connaît mieux son univers que ses joueurs, il y a beaucoup de choses dont on part du principe que ça semble évident, notamment dans les cultures des personnages qu'on décrit, dans les cultures légales, dans les modes d'interaction physique, donc par exemple dans la vitesse qu'il faut pour aller d'un endroit à un autre, ou pour prendre un exemple très clair de l'anneau unique, dans les règles économiques. Ça se passe dans le Seigneur des Anneaux, donc dans un monde qui est pré-médiéval, des joueurs qui disent oui, tiens, je vais installer je vais financer 10 artisans et je vais les faire produire des trucs à la chaîne, ça ne peut pas exister, parce que du point de vue du rapport au commerce, du rapport à la production, du rapport à l'argent, c'est juste pas cohérent. Mais ça, moi en tant que MJ, je le sais, le joueur pas forcément, et donc ça peut le frustrer s'il a déjà tout mis en place et que c'est à la fin qu'il me dit tiens, tout ça je l'ai fait pour ça, et que je suis obligé de lui dire et non. Je suis quand même assez d'accord sur ce point avec vous, c'est que ça peut effectivement, comme il est assez vague, et tu le disais toi-même, laisser une confusion sur ce qu'il est possible de faire ou pas. C'est pour ça que moi, personnellement, je vous conseille de le faire avec des joueurs qui ont peut-être un peu plus l'habitude de faire du jeu de rôle. Un autre conseil que je vous donnerais aussi, si je peux me permettre. Pas. Je finis juste avec des joueurs qui, notamment, n'hésiteront pas à proposer des choses et à se dire, tiens, là, dans cette situation, j'ai inspiration à temps, j'ai chant à temps. Est-ce que tu penses que ça peut? Yep. Une autre chose que je vous recommanderais aussi, c'est si vous faites, comme moi j'ai tendance à le faire, du homebrew, donc du système maison et adapté maison, si vous changez radicalement votre système, il va souvent être plus intéressant de créer votre propre système que de vous inspirer d'un système existant. Parce que vous risquez de vous retrouver à coller sur des mots-clés, comme par exemple ici, je sais pas, athlétisme, des concepts qui ne relèvent pas exactement de ça, et du coup, les mots que vous allez avoir sur votre fiche ne correspondront pas à ce que vous injectez dedans en tant que MJ, ça peut être pas clair pour vos joueurs aussi. Par exemple, si je décide un jour ou un autre que un jet d'initiative dans l'anneau unique, c'est vigilance plus athlétisme, parce qu'il faut être rapide et il faut avoir le corps qui suit, les joueurs seront en droit de se dire ouais mais attends, pourquoi c'est vigilance alors que le mec il est face à moi, pourquoi c'est pas plutôt combat plus athlétisme ou combat plus vigilance. Donc concevez aussi votre système comme étant un problème linguistique d'une certaine manière, puisque vous allez devoir communiquer avec vos joueurs à travers ce système, et surtout vos joueurs ils vont utiliser ce système et ces mots-clés pour comprendre le monde et pour comprendre leur capacité d'agir dans le monde. S'ils comprennent le jeu de la mauvaise manière, ça va vite partir en cacahuète. Prenons un exemple du jeu Warhammer Fantasy. Il y a une capacité qui s'appelle cryptographie,
on peut, si on la comprend mal ou si on n'est pas d'accord, mettre derrière que cryptographie, ça va être la capacité, donc non seulement à créer ses codes, mais à décoder, ça va être la capacité à comprendre les langages secrets. Potentiellement, on peut déterminer que cryptographie rentrerait dans la capacité de déchiffrer une autre langue. Alors qu'en vrai, on peut aussi dire que non, cryptographie, c'est juste l'aspect mathématique. Et point. Donc, à partir du moment où vous avez des capacités qui ont des mots pour les définir, il faut être vraiment clair sur ce que ces mots veulent dire. Donc, il faut prendre le temps, avant de commencer la session avec vos joueurs, ou avant de commencer la campagne, de mettre au clair, ok, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Parce que c'est un problème de linguistique aussi. Ok, donc on a vu un petit peu comment ça se résolvait, etc. Est-ce que Jean, tu as eu le temps de faire tes préparatifs pendant ce temps-là sur D&D? Si vous pouvez me donner encore 5 minutes, je suis désolé, en fait, je comptais pour arriver un petit peu plus tôt ce soir. On peut te donner encore bon. 5 minutes en te montrant à quoi ça ressemble sur Terra Incognita, mettons. Eh bien, avec grand plaisir, parce que je ne suis pas familier. Ouais, il y a... Donc, Attends, une question. Il y a le roi qui parle, est-ce que vous l'entendez quand il parle? Parce qu'un micro n'a pas une captation très forte. légèrement, oui. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que je dois crier? On t'entend, mais si tu veux qu'on t'entende de façon à ne pas marmonner dans ta de barre... Je vais lui passer le micro, 2 secondes. Yes. Voilà, bon, coucou les gens. Juste, j'ai une petite remarque à faire sur ce système de dés et de statistiques, c'est que si jamais vous vous retrouvez en tant que MJ débutant, je pense que c'est une très mauvaise idée de commencer par ça, parce que ça nécessite une très très grande capacité d'adaptation et de réaction à ce que vont pouvoir faire tes joueurs. Et de calcul aussi. Et tu ne vas pas pouvoir être sauvé par ton livre de règles qui va te dire dans telle situation faites ça, ou dans telle situation utilisez telle statistique. Là ça va être toi avec tes stats en face de toi en mode il a fait un truc que j'avais pas prévu, comment je réagis? Ou sinon on n'utilise pas de stats et on improvise de manière éhontée. Alors c'est possible, mais le problème de l'improvisation c'est que si jamais à un moment pour X ou Y raison tu lâches tout. C'est très dur de se rattraper après. Oui. On en avait parlé la dernière fois sur les systèmes d'improvisation et sur le fait d'improviser ou non quand on est un jeune MJ. Moi, c'est une pratique que je vous recommande, mais si dans la vie de tous les jours, vous êtes habitué à l'improvisation, si vous avez une capacité pour ça. En vrai, alors, je pousserai le conseil plus loin. Si vous voulez apprendre à improviser, créez-vous des situations spécifiques. Plutôt que de dire, tiens, là, je me sens d'improviser, créez à l'avance des situations dans lesquelles vous allez mettre vos joueurs et dans lesquelles vous dites, bon voilà, ça c'est le début, ça c'est la fin, et dans cet intervalle, j'improvise. Faites un braquage. Non, faites pas de braquage, n'écoutez pas le roi. Ok. Bon, tu voulais nous mettre sur Terra Incognita. Oui, je voulais te mettre sur Terra Incognita. Donc, nous voici sur Terra Incognita. Très bien. Terra Peux-tu nous expliquer vite fait ce que c'est et comment ça se joue? J'en ai parlé assez rapidement tout à l'heure, mais sur un autre plan, c'est que pour moi, je ne joue quasiment plus avec les dés et il est assez rare que je demande à mes joueurs de lancer les dés. En l'occurrence, là, en ce moment, j'ai une campagne avec des joueurs pour aller s'aventurer en plein milieu de la Guyane. C'est très fun. Et ils ont des fiches de personnages, mais le fait est que Roll20 ne supporte pas ce type de fiches de personnages, possiblement parce que c'est complètement arbitraire. Ça, et parce que le fait que Roll20 supporte en fonction de la popularité des systèmes, et que Terra Incognita, qui est d'ailleurs un jeu extraordinaire que je ne saurais trop vous recommander, est un jeu français, et un jeu qui est ancré dans la culture francophone, de sorte qu'il n'a pas énormément de tirage à l'international, voire pas du tout. Et du coup, Roll20 étant une boîte américaine, ils ont certainement jamais entendu parler. Et que pour pouvoir coder sa propre fiche de personnage, il faut avoir un compte payant sur Roll20. Complètement, je suis complètement d'accord, je me permettais juste la plaisanterie sur tout ça. Mais effectivement, Terra Incognita se joue plus difficilement sur Roll20 puisque nous n'avons pas de fiche de personnage. Du coup, moi, ça m'a amené à revoir complètement ma manière de jouer avec mes joueurs aussi. Je demandais déjà pas beaucoup de jets, mais là, j'en demande encore moins parce que c'est vraiment très énervant pour mes joueurs de devoir aller chercher leur fiche ailleurs, que moi, je vérifie avec la fiche qu'ils m'ont envoyée avant et que ensuite on voit ensemble. Néanmoins, je continue de leur faire un petit peu lancer. Dans ce système-là, vous avez un système de caractéristiques de base, comme dans la plupart des jeux, qui sont déterminés généralement entre 1 et 6, 6 étant beaucoup trop.
Et on a par exemple vigueur que vous pouvez mettre à 5, donc est un sacré gros costaud. Et dans ce cas-là, ce que n'est pas le personnage de Audruide dans cette partie, on va donc plutôt prendre l'exemple de la verve. Vous pouvez avoir une verve à 5, vous lancerez dans ce cas-là à chaque fois que la verve sera en Peux-tu peut-être action. préciser ce que c'est que la verve et ce à quoi ça correspond? Complètement. Je fais ça dès que j'ai fini. Vous lancerez à chaque fois que vous voulez parler de manière un petit peu verveuse. Verveuse n'existe pas, je le sais. Verbieuse. Vous lancerez un dé 10, le double de votre compétence, et vous ajouterez ensuite des plus qui sont définis dans des talents. Je ne peux pas vous les montrer à l'écran là maintenant, puisque comme je vous le disais, je n'ai pas la fiche, mais vous avez l'idée, vous lancez un premier dé et ensuite vous rajoutez un bonus. C'est un dice pool aussi, que moi j'ai petit à petit adapté en énormément narratif. Pour revenir sur la verve c'est donc une des caractéristiques principales de Terra Incognita, c'est votre manière à bien causer la France. En gros, ça va être votre capacité à impressionner un auditoire, votre capacité à tenir un bon discours, etc., etc. Ce sont des choses qui sont assez importantes, notamment quand on pense, puisqu'il s'agit d'un jeu placé au 18e, même fin 17e plutôt, au salon littéraire, aux démonstrations des précieuses, ce genre de choses. Si notre cher Caedmund Lord, qui est donc le personnage de Audruide, venait à être dans un salon et à avoir une grande représentation où il essaye de faire la théorie de l'évolution du genre humain, chose très en vogue à l'époque, et qu'il essayait de convaincre à tout prix que sa théorie était absolument la bonne, je lui demanderais, parce que je ne suis pas tout à fait sûre qu'il fasse la bonne chose, de lancer un jet de verbe plus un bonus de philosophie naturelle qui est dans les talents. Donc ce qui me ferait combien? Excellente question, je n'avais pas ta fiche sous les yeux. Alors j'ai de mémoire, on peut dire tout simplement, j'ai 5 en verve. 5 en verve et que tu as un minimum de... J'ai des stats comme rhétorique, université et autres, donc je pense que ça sera minimum plus 2. Mais... Ouais, minimum plus 3, je dirais même. Très bien. Donc ce que vous avez remarqué là et que Thalie a dit tout à l'heure qui est assez important, c'est que je ne lance pas plein de dés, mais le dé que je vais lancer va changer en fonction de mes stats. Donc en fait, la proportionnalité d'échecs change, mais l'équilibrage interne au jet reste le même. À l'inverse de l'anneau unique qu'on a vu juste avant, où au contraire, plus on jette de dés, plus ça tend vers la moyenne. Là, c'est juste qu'on peut mieux réussir qu'on ne peut échouer. Donc en fait, on augmente sa capacité de réussite sans changer sa capacité d'échec. En effet, quand on va avoir le résultat du jet, on va le comparer à un niveau de difficulté de l'action. Par exemple, dans ce cas-là, je lui ai demandé de lancer un des 10 plus un bonus de 2. Mon action n'était pas très compliquée et il a toutes les capacités pour la remplir. Je vais mettre un niveau de difficulté à 7. Entre 0 et 7, il fera patatras et deviendra le nouveau marquis ridicule. Entre 7 et le reste, donc 12, il fera un discours éloquent qui saura convaincre toute la noblesse française qu'il est le nouvel hôte de ces bois. Autrement dit, je pèse dans le game. En l'occurrence, il a fait 7. Eh bien, il pépouse dans le game. Très bien. Donc, c'est un petit il ne exemple. Fait pas une démonstration de patatras, mais il n'est néanmoins pas forcément très éloquent. Et la marquise le remercie gentiment de son éloquence. Je regrette d'avoir pris un verre de whisky en trop. Exactement. Voilà. Plus sérieusement, ce qui est très intéressant avec ce système, c'est qu'il est simple. Il est très simple de compréhension, il est très simple de prise en main, il est très simple numériquement. Mais il donne aussi un sens vraiment net de l'évolution des personnages. C'est-à-dire qu'on a une stat élevée, on lance un dé qui est grand. Mais comme les personnages restent des humains de base, ce que ça met en avant, c'est pas leur capacité, c'est leur maîtrise de ce qu'ils savent faire. Et c'est pour ça que la vaste majorité des capacités qu'on va avoir dans Terra Incognita, ce ne sont pas des savoir-être, c'est des savoir-faire.
Donc, par exemple, quand on est face au combat, les noms des compétences de combat sont les noms des disciplines techniques et pas juste la capacité physique. Il ne va pas y avoir de stats de force, il ne va pas y avoir de stats de brutalité, ça va être vraiment des capacités à comprendre et à maîtriser techniquement ce qu'on fait, de sorte que on a quand même la possibilité de jouer juste parce que on est un être corporel et que l'être corporel il peut foirer. Mais on maîtrise de mieux en mieux ces disciplines. Donc c'est un jeu qui met en avant le côté très réaliste, en fait, à ce niveau-là, de vos personnages Tout à fait. et de leur rapport au monde. Si on accepte le fait qu'on peut faire des prodiges qui font pop des choses dans le paysage, mais ça c'est une autre question. Mais ça a une certaine cohérence dans le système, puisque c'est très prévu par le système que vous puissiez faire des choses cheloues dans ce monde-là. Je me permets aussi, c'est un jeu dans lequel il est assez facile d'improviser. Encore une fois, le roi du Bayou va me taper sur les doigts. Et que moi, je recommande pour les maîtres du jeu et joueurs, maîtresses du jeu s'il le faut, qu'ils le souhaitent, mais qui ont envie de peut-être se retrouver dans une situation où les joueurs ont fait « Et là, je fais quoi ?» et où vous vous retrouvez à complètement improviser et c'est pas forcément facile et notamment mon dernier truc m'a un petit peu retourné la tête. Soyez gentils avec moi ce soir, mes joueurs, si vous êtes là. On termine sur D&D. Si notre cher Jon est prêt pour qu'il fasse une toute petite démonstration de comment marche le système. Nous, nos démonstrations allaient assez rapidement puisqu'au final Dice Pool, c'est rapide. Narratif, c'est rapide. Mais D&D, c'est fastidieux. Jon, c'est ton moment de pouvoir me contredire. Jon est mort. Ce n'est qu'un autre. Jon est mute parce que Jon tousse. Donc, Jon est mort, vive le Jon. Je disais que D&D n'est pas fastidieux, mais demande un petit peu de préparation. Que j'étais un très mauvais élève et que je n'avais pas suffisamment fait. Bref. Je vous propose de rentrer dans une petite situation narrative. Sean, qui je pense est très étonné de se voir arriver sur une côte qui lui rappelle vaguement la Bretagne, au-dessus d'une falaise. J'ai pas signé pour ça, mon capitaine. Et surtout avec une énorme côte de mailles sur son corps, une hallebarde, un casque. Comme on peut le voir sur l'image, je suis pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit ? Comme on peut voir sur mon image, clairement, je suis pas équipé pour être dans cet endroit-là. Très clairement. Mais en tout cas, je suis très étonné d'arriver dans ce monde où visiblement ta carrière de plongeur ne trouve pas correspondance. Mais tu vois toutefois au-delà des rochers d'une petite crique et d'un petit chemin qui semble descendre vers la plage, une jeune femme magnifique aux cheveux bruns, grande robe blanche avec un arc sur le dos. Vision absolument éthérée qui te jette un coup d'œil et puis qui s'évanouit d'un coup derrière la falaise allant vers la plage. Très bien. Que fais-tu ? Je me demande déjà ce que je fous là, en premier lieu. Et je me dis qu'il fait quand même vachement humide et je me demande si j'ai pas quelque chose pour me réchauffer. Eh bien, est-ce que tu as quelque chose pour te réchauffer ? Je pense que tu as de quoi. Tu as des torches sur. Alors je pensais plus à jouer en mode pure gratuité et me faire une petite boule de feu portative. Une boule de feu portative. Parce que j'aime faire les choses de manière simple. Et comment souhaiterais-tu faire une boule de feu portative ? Eh bien, je sais faire des boules de feu. Tu quoi ? Je sais porter des trucs. Je sais faire des boules de feu. J'imagine que du coup une boule de feu, je peux plus ou moins la manier, on va dire. Pas lui faire faire des arcs de cercle incongrus, mais je peux décider dans quelle direction elle va, mettons. Alors, c'est un bon moment justement pour lire ses sorts. Dans D&D, il faut bien lire les sorts. Alors, est-ce que tu peux cliquer sur le sort Firebomb
Yep. Firebolt pour voir exactement. Alors, tu l'as fait, et petit point de détail pour ceux qui sont sur Roll20 ou qui utilisent Roll20, quand deux personnes peuvent modifier la fiche, ils peuvent pas être sur deux endroits différents de la fiche au même moment. Par exemple, si moi je ferme le Firebolt, ça le fermera aussi pour Jean. Tout à fait. Mais donc, vas-y, ouvre Firebolt. C'est ouvert. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu de délai. Eh bien, tu verras sur le sort que Firebolt te permet de lancer une petite boule de feu. Et ensuite, cette boule de feu peut enflammer des choses. Par contre, elle n'est pas permanente. Tu vois, la durée, c'est instantané. Les règles sont assez claires pour le coup. Ça ne sera pas Tout permanent. à fait. Alors, d'autant qu'il existe des sorts pour ça. La manière dont je vais procéder, c'est... est-ce que je peux humer autour de moi et sentir que s'il y a des gaz méphitiques, nauséabonds et inflammables dans les environs? Ça a l'air relativement marécageux quand même, comme quoi. Est-ce qu'il y aurait des gaz méphitiques ou inflammables? Fais-moi un jet de perception pour voir si tu pourrais identifier, ou peut-être plutôt un jet de nature. Un jet de nature sera plus adapté pour voir si tu peux identifier un endroit où des gaz méphitiques ou inflammables seraient. Eh bien, tu n'as pas vraiment connaissance de tu n'as pas vraiment connaissance de ces choses-là. Ce sera, il faudra un peu errer si tu souhaites, si tu souhaites trouver un endroit où pourrait se trouver des gaz inflammables. Non, ça pour le coup, j'ai pas le temps. Je vais simplement prendre une torche de mon pactage, l'enrouler dans du tissu et y foutre le feu, joyeusement. Très bien, parfait. Ta torche est maintenant enflammée. C'est une torche utile, très bien. Eh bien, je vais m'avancer à la recherche de... je ne sais pas, est-ce que je sais pourquoi je suis là, ou est-ce que j'ai un instinct aléatoire qui me dit « Tu es ici !» Tu n'en as absolument aucune idée. Mais tu te sens... tu te sens au moins curieux de la figure féminine qui vient de disparaître derrière les rochers. Très si bien. tu le souhaites. Bah oui, Peut-être n'es-tu pas du tout curieux. Je vais m'en approcher, effectivement, avec une grande curiosité, Balèque. en martelant le sol avec ma hallebarde au rythme de mon pas militaire. Très bien. En arrivant près de la falaise, tu te rends compte qu'elle est allée beaucoup plus vite que toi, pendant que tu regardais aux alentours pour trouver des gaz méphitiques sulfureux. Et tu la vois beaucoup plus loin sur la plage. Tu vois cependant un petit chemin qui a l'air assez difficile à emprunter qui descend vers la plage. Je vais pas prendre le chemin, je suis en armure avec une hallebarde et une torche. Non, je suis pas suicidaire, tout de même. Oui, tout à fait. Je vais décider de rester en haut, et n'écoutant que mon courage qui ne me dit absolument rien, établir le campement. Très bien. Eh bien, tu peux tout à fait établir ton campement, mettre ton lit, installer ta tente. Comment et tu campes pour la journée, pour la nuit? Je campe en attendant de voir s'il se passe quelque chose. Et si le lendemain matin il s'est rien passé, je pars du principe que je rentre chez moi. Très bien. Eh bien, pendant la nuit, il n'y a plus de journée. Pendant la nuit, effectivement, il n'y a plus de journée. Tu vas me faire cependant un petit jet de perception pour voir à quel point tu es alerte. Ce jet de perception, il sera avec des avantages, c'est-à-dire que tu prendras Vous voyez que lorsque vous lancez un dé, il y a deux dés 20 qui sont lancés. Des avantages veut dire qu'on prend le plus bas. D'accord. Parce que dans la nuit, on fait pas très attention. Toutefois... Visiblement, je suis 10... verni aujourd'hui. Toutefois, un 10, c'est correct. En général, on va établir une difficulté. Par exemple, pour le jet de nature, 4, c'était clairement insuffisant. Ça aurait été une difficulté à 10 ou 12. Pour le jet de perception, là, une difficulté à 10 me suffit. Ça s'établit dans la tête. En gros, 10, c'est moyen. Eh bien, du coup, tu vas te retrouver... tu commences à entendre en fait des bruits de pas qui s'approchent de ton camp, assez prudemment. Je prépare une boule de feu. Légers croissements. Je prépare une boule de feu. Tu prépares une boule de feu. Alors effectivement, on peut tout à fait préparer un sort dans D&D et il faut que tu me dises
une action qui fait que ta boule de feu partira. Si je vois un ennemi, tout bêtement. Donc en gros, si ceux qui s'approchent de moi est armé, la boule de feu part. D'accord. Tu es actuellement dans ta tente, c'est ça? Oui, enfin si j'ai une tente, moi, je parle pas que j'aurais probablement plutôt un pactage et un bivouac, mais si j'ai une tente, c'est encore mieux, c'est confortable. Tu auras une tente. Eh bien, tu vois devant toi 2 hommes grenouilles, tous deux armés de lances et de boucliers. Boule de feu! Boule de feu. Et nous allons juste aller sur une petite map. Tu es donc en haut de la falaise, là où tu t'es installé. Ok. Et devant toi, les hommes grenouilles. Moi je suis là. Les hommes grenouilles grenouilles te sont font là parce que face, c'est pas ultra visible visiblement. sur le fond. Exactement. En vrai, tu veux pas les agrandir pour qu'ils fassent 4 cases chacun, ça sera peut-être plus visible. Par contre, non, parce que les cases ont une importance, mais on peut zoomer par contre. Oui, on peut zoomer. Admettons. Et nous allons du coup passer dans ce qu'on appelle dans D&D l'initiative. Tom. Donc, il faut que tu sélectionnes ton token, c'est-à-dire ton personnage. Alors c'est pas mon personnage, c'est ce qui représente mon personnage sur la carte. Tous les jeux n'ont pas ce système. Tout à fait. Ce qui représente ton personnage, tu peux cliquer dessus. Ensuite, aller dans ta fiche de personnage. Et cliquer sur le bouton initiative. Il est là. C'est le texte, tu cliques sur le texte. Je vais faire de même pour les monstres. D'où l'utilité des fiches bien codées, parce que tout ça, si votre fiche elle est pas codée, il faut faire les calculs à la main. Et c'est ultra prise de tête. Donc si vous jouez en dématérialisé, je vous recommande vraiment un jeu qui a soit une fiche déjà calculée, soit de faire un jeu qui a un système simple. Mais tu avais cependant ton action préparée. Oui. C'est un peu fort. Boule de feu! Tu avais ton action préparée, donc tu peux lancer ta boule de feu. Avant même que les tours soient... que les tours se résolvent. Très bien, je lance ma boule de feu du coup, écoute, la violence. Eh bien, dans ce cas-là, tu vas sur ta fiche de personnage et tu vas cliquer sur la petite macro à cet effet. Alors... qui se trouve dans tes attaques, le carré au milieu de la fiche de personnage. Elle est là. Voilà. Avec une macro qui est mal faite. Formidable. C'est absolument pas grave. Les macros qui sont mal faites, ça s'en à la maison. Parce que de toute façon, c'est un raté. L'attaque... dans D&D, quand on attaque, on a un résultat. Ici, c'est un 13 plus... Eh bien non, parce que la macro était mal faite. Donc là, en l'occurrence, c'est un 13 plus 2 plus 15. Un 13 plus 2. Pardonnez-moi, c'est un... Vous voyez ce que je vous disais sur les calculs? Le G est difficile à lire en tout. Parce que c'est mal fait. Je vais juste refaire la macro. Alors ce qui est bien, c'est que ça va arriver, ça. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut être prêt à le gérer en maîtrisant bien son système. Ou Exactement. alors prêt à le gérer en étant prêt à simplement dire ça me casse les pieds, je vais simplifier. C'est qui disait déjà au début de l'explication que D&D était pas fastidieux? D&D n'est absolument pas fastidieux. D&D est très fluide quand on maîtrise et que ça se passe bien. Dès qu'il y a le moindre accro dans la machine... Si on prépare. Voilà. En tout cas, un 13 ne suffira pas à toucher. Du coup, ce sera le tour... vous voyez sur le turn order à gauche que ce sera le tour d'un des frogman, en l'occurrence celui-ci, qui va s'avancer et donner 2 coups. Parce que ce monstre a 2 attaques, une attaque avec sa lance et une attaque avec ses mâchoires. Les deux ne touchent pas car ils n'atteignent pas le 17 d'armor class de notre cher Sean. Il y a une armure de 17. Et donc, le Cherchon cherche son chien. Et c'est le tour de Sean.
Écoute, il est au corps à corps, il a une hallebarde, il va utiliser sa hallebarde. Hein. Très bien. Eh Faut bien, faut rester logique. fais-moi simplement Euh, un jet d'attaque avec ta hallebarde. Un 6 qui ne suffit pas non plus. Je vous ai dit que j'aimais pas D&D. Sans, non, mais C'est un échec critique. sans C'est mauvaise l'échec foi, c'est pour des raisons comme ça que j'aime pas D&D, parce que pour ma part, d'un point de vue plausible, quelqu'un qui a dans sa compétence le fait qu'il maîtrise son arme ne devrait pas, dans une situation aussi évidente, pouvoir faire un échec critique, en particulier quand il a vu arriver ses adversaires. Eh bien, en l'occurrence, cet échec critique, tu as été surpris alors que tu étais en train de dormir, tu viens de te réveiller, tu as peut-être à peine mis la main sur ta hallebarde. Et j'avais une boule de feu ils préparée, sont pas- je les attendais. Oui, mais Mais les peut-être règles. peut-être que justement tu n'avais pas la main sur ta Elle était hallebarde. trop confiante à tenter de les battre en fermant les yeux. Ouais, c'est ça, Euh, voilà, je me battais les yeux fermés. Le deuxième homme grenouille va attaquer. Il y a une des attaques, il y a une des attaques qui sera suffisante, un 20 qui bat le 17 2 d'armure. 20, mais c'est quoi ce jet? Euh, pour 6 points de dégâts. Donc tu peux aller sur ton personnage et retirer 6 points de vie. Non, il s'enfuit. Bah non, tu retires d'abord les points de vie. Non, il s'enfuit arbitrairement. Ah non. Ah non. À ton tour. Très bien. Le deuxième homme grenouille. On va pas tarder à couper le stream. Oui. Très bien. Mais ça vous donne une idée de à quoi ça ressemble. Ce qui est important, voilà, c'est que vous avez vu ma réaction. Si on était en situation dans une vraie campagne, pour le coup, ça m'aurait vraiment fait chier. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est très important, comme on l'a dit la dernière fois, de vous mettre d'accord avec vos joueurs sur ce que vous avez mettre en place comme dynamique de campagne, sur à quel point la crédibilité de l'action a préséance sur le système de règles ou non. Bref, tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre en avant. Parce que, personnellement, un jeu où le combat se passe comme ça, je vais très vite arrêter de jouer parce que ça va profondément me saouler. Surtout que tu viens de te prendre un coup critique. Voilà, c'est ça, c'est un mauvais jeu. Voilà. Après, c'est une volonté de Audruid, enfin, c'est une opinion de Audruid, ça ne sera que lui. Pour Jon, le D&D est intéressant. Moi, j'avoue avoir trop peu joué à du D&D pour savoir réellement ce qui est mon style, mais en tout cas, ça vous aura donné une idée de la préparation qu'il faut ou de niveau d'improvisation qu'il vous faut avoir pour jouer à différents systèmes de jeu. Encore une fois, on répète, et Audruid l'a déjà dit, il faut toujours privilégier avec vos joueurs et avec votre MJ, si vous êtes joueur, la discussion. Ça permet d'avoir des campagnes et des systèmes de jeu qui ne vous prendront pas en défaut, et ça vous permettra de ne pas avoir un Audruid mécontent dans votre équipe de joueurs, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un joueur grognon qui n'arrête pas de grogner sur votre système et que vous allez parfois avoir envie de lui enfoncer le livre de règles. Exactement. Mais c'est une vraie question à se poser. Si vos joueurs passent leur temps à contester, c'est probablement qu'il y a un problème de communication. Il est à noter que si Audruid avait lu sa fiche, il aurait vu qu'il avait un sort qui mettrait presque à 90% de probabilité immédiatement fin au combat. C'est vrai, mais en l'occurrence, le Audruid a aussi potentiellement réagi de manière, on va dire, crédible en se disant bah, je suis au corps à corps, j'utilise une arme de corps à corps. Tout à fait. Et ça, c'est discussion la représentation animée, du jeu. Et sur cette discussion animée, moi qui pensais que nous arriverions à faire le stream et pouvoir présenter tous les systèmes que nous voulions, nous n'avons pas réussi, mais c'est pas grave, on réessayera la prochaine fois pour votre plus grand plaisir de nous voir échouer. En tout cas, j'étais ravie de pouvoir hoster ce petit stream et de pouvoir donner la parole à mes compagnons Jon et à mon cher Audruid. Moi, je vous retrouve d'ici un mois. Je suis Tali et bye bye. Pareillement. Bye bye. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'avoir fait des bêtises sur le stream, d'avoir écouté raconter pas trop de conneries. On a essayé. Et on vous dit du coup à dans un mois et faites-nous savoir sur le Discord du Bayou ou sur le Discord du Bayou parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de nous contacter. Si vous avez des idées, des questions, des objections, bref, autant de choses qu'on se fera une joie d'écouter ou d'ignorer selon notre humeur. Bonne soirée à tous. Et